Cet après-midi, nous recevons donc Fabrizio Caruso qui vient nous présenter CrossLib et CrossChase, et en particulier CrossChase qui est donc le jeu au nombre record de plateformes, et il va vous expliquer pourquoi et comment est venue sa démarche. Bonjour tout le monde et merci pour être là et merci surtout aux organisateurs du replay qui me permettent de présenter mon projet perso. Donc c'est un jeu vidéo 8 bits que j'avais pensé pour les ordinateurs, surtout pour les ordinateurs 8 bits. Donc vous voyez mon t-shirt, je suis un fan des Commodore, je suis un fan des ordinateurs des années 80 et même 70. Donc comme déjà dit, on parlera de deux choses qui sont liées mais qui sont un petit peu différentes. Donc on parlera du jeu. Ah mais attendez, il y a un souci. Parce que je ne vois pas la même image. Il y a un screensaver. Ça c'est congelé. C'est l'image. Moi ça affiche quelque chose, mais c'est pas la même image. Très bizarre. Ah ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Moi je l'avais mis en duplication avant. Ok, donc c'est bon. C'est ça. Ok. Ouais, nickel. Donc, je parlais du jeu. Donc, et ça, c'est pas technique du tout. C'est l'idée du jeu, l'expérience du jeu, le concept du jeu. Et après, je parlais de comment ça a été possible de faire un jeu pour vraiment beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de consoles, et je dirais tous les systèmes 8 bits possibles. Presque tous. Donc, CrossChase, pourquoi je l'ai fait? Bon, j'ai déjà dit, je suis un fan des ordinateurs de cette époque, je suis un fan des consoles, je suis donc très intéressé à ça. Je parlerai du concept du jeu, je parlerai des plateformes et de l'expérience du jeu, du gameplay. Donc le pourquoi, bien sûr, j'ai déjà expliqué. En plus, moi, du boulot, je suis un développeur. Donc j'aime bien coder. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. C'est un exercice de coding intéressant. Et c'était une excuse pour connaître les détails techniques des consoles, des ordinateurs. Et donc c'était aussi pour ça que je l'ai fait. Et en plus, ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, beaucoup de gens qui font des embrouilles, des nouveaux jeux pour les vieilles consoles, pour les vieilles ordinateurs. Et je ne sais pas si vous connaissez les scene, la démo scene. C'était des gens, surtout dans les années 80, qui faisaient des démos, qui faisaient des hacking. Mais il y en a encore. Ils ont hacké mon jeu, en plus. Mais c'était un plaisir pour moi, vu que mon jeu est gratos. Donc et en plus, bon, je me suis bien amusé à faire ça. Je veux préciser un truc. Le jeu est totalement gratuit pour tout le monde. Je donnerai le lien pour vous pouvez télécharger et essayer le jeu. Et en plus, c'est open source. C'est-à-dire, vous pouvez télécharger le jeu, télécharger le code du jeu, regarder le code, modifier le code si vous avez envie, si vous avez les compétences techniques. Ben ça, c'est pas un truc impossible de le modifier. Vous pouvez apprendre des choses aussi, parce que vu que le code est disponible, il y a de la documentation. J'essaie d'expliquer comment je l'ai fait. Et donc, c'est ça. Donc, le type de jeu. Moi, j'ai fait un jeu dans le style des vieux jeux 8 bits. Donc, même si le jeu, c'est un concept original pour moi, je crois qu'il n'y a pas un jeu identique. Je reste dans le style de jeu, disons, simple comme type de jeu. Donc, on aurait pu faire ça dans les années 80, on pourrait dire ça. C'est un jeu en temps réel. Donc, il faut de la dextérité. Mais il y a une partie de stratégie aussi dans le jeu.
Donc, parce qu'on pourrait dire que les personnages du jeu, il se trouve dans des cases dans l'écran. Donc, c'est une sorte d'échiquier. Les éléments du jeu. Dans le jeu, il y a le héros et les ennemis. Le héros, c'est ces personnages, ces petits bonhommes en bleu. Il y a les fantômes et la tête des morts. Bon, c'est les deux types d'ennemis. Il y a des obstacles comme les murs et les missiles qu'il faut éviter. Bon, ça c'est simple. Et puis il y a des mines. Les mines, c'est bon, il faut les éviter, mais les mines, c'est surtout pour se débarrasser des ennemis. L'idée, c'est de faire tomber les fantômes dans les mines, parce que les fantômes vont nous poursuivre. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils vont tomber sur les mines. Et il y a aussi des objets qu'on peut ramasser dans le jeu. Il y en a plein. Le jeu le plus important, c'est le pistolet. C'est un pistolet qui nous permet de tirer sur tous les ennemis, y compris la tête de mort. Parce que la tête de mort n'est pas tuable avec les mines. La tête de mort, elle est plus forte. Le méchant, le boss. Donc, il faut tirer avec le pistolet. Mais le pistolet, il faut le trouver, tout d'abord. Donc, les objectifs du jeu primaire, c'est dans les niveaux normaux, normalement, c'est de tuer les fantômes avec les mines. Donc, il faut les attirer vers les mines. Dans les niveaux boss, le but, ça change un petit peu. Il faut tuer la tête de mort avec le pistolet. Donc, et puis, il y a des objectifs secondaires. Parce que donc, je voulais rajouter, pour rendre le jeu plus intéressant, des objectifs en plus. Bon, on peut se débarrasser de la tête de mort dans les niveaux normaux. Parce que la tête de mort, c'est un méchant qui arrive aussi dans les niveaux qui ne sont pas les boss level. Et donc, c'est toujours avec le pistolet. On peut détruire les missiles. Ça nous donne des points en plus. Et on peut ramasser plein d'objets qu'on trouve dans les niveaux. Donc, j'avais déjà dit qu'il y a le pistolet. Mais il y a aussi des power-ups. Ce sont des objets qui nous donnent des pouvoirs. La S, c'est tout simple. Il permet de friser, de congeler les ennemis. Mais ça va durer pas longtemps. Donc, c'est un effet très limité. Mais il y en a plein de S. Et donc, c'est un objet qu'on trouve facilement. Pour trouver les autres objets, il faut normalement faire quelque chose. C'est des objets un petit peu cachés. Il faut par exemple embêter la tête de mort. Bon, en tirant sous la tête de mort. La tête de mort ne va pas mourir tout de suite. Il faut tirer plusieurs balles sur la tête de mort. Et si on fait ça, ou si on fait d'autres actions un petit peu secrètes, on aura d'autres power-ups, comme ceci. La F, ça congèle encore plus. Le dollar, c'est des points en plus. Il y a l'immortalité. Ça nous rend immortel. On a d'autres objets un petit peu plus secrets. Il y en a d'autres encore. Il y a en total une dizaine de power-ups à trouver. Donc, ça fait une sorte de... C'est pas un vrai easter egg, mais il y a un petit peu de petits secrets cachés dans le jeu. Parce que ça donne un... Oui, ça rend le jeu plus intéressant parce on peut compléter le jeu et ne pas découvrir tous les secrets du jeu. Donc, ça permet de rejouer au jeu plusieurs fois. Donc, c'est un jeu de stratégie, mais aussi d'action. Donc, il faut courir tout le temps pour éviter parce qu'il y a des ennemis qui nous poursuivent. Donc, il faut les éviter. La stratégie de base, c'est de se cacher derrière mines et faire en sorte que les fantômes tombent sur nous. Je vais montrer le jeu. Hein. Et puis, utiliser le pistolet pour se débarrasser de la tête des morts. Donc, c'est à peu près donc, c'est un jeu. Donc, l'idée du jeu. Comme je disais, c'est un jeu original. Mais quelqu'un d'entre vous, peut-être, connaît un jeu similaire à ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît un jeu similaire à ça avec des mines? C'est un jeu qui s'appelle Robots. Robots, c'est un jeu gratuit. Tu connais? Si quelqu'un d'entre vous le connaît. C'est un jeu. Je ne me suis pas inspiré à ça, mais le jeu a une idée similaire. C'est un jeu un petit peu différent parce que c'est un jeu turn-based. Par contre, le Cross-Chase, c'est un jeu en temps réel. Mais l'idée de base des mines et d'être poursuivi par les ennemis est similaire. Moi, dans mon jeu, il y a l'aspect temps réel, surtout. Il y a les objets, le pistolet, la tête des morts. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, c'est un jeu différent. Mais je voulais préciser qu'il y a un jeu qui ressemble à ça. Donc, si vous aimez Robots, peut-être vous pourrez aimer aussi Cross-Chase. En plus, Cross-Chase, il y a plusieurs versions de Cross-Chase.
En effet, je peux faire une version de CrossChase qui ressemble encore plus à Robots parce que je peux faire en sorte que le jeu soit turn-based. Ça existe aussi. Et puis, ok, je disais, ça c'est un jeu que j'ai pensé surtout pour les ordinateurs des années 80-70. Donc, j'imagine vous comprenez que c'est des machines très limitées. C'est-à-dire des machines qui, à l'époque, parfois, n'avaient ni couleur, ni rien, de mémoire vive très limitée. Donc, j'ai dû faire en sorte que le jeu soit utilisable sur des machines qui avaient une puissance hyper limitée. Et donc, j'ai fait la version normale, avec tous les objets, tous les aspects du jeu qui sont présents. Et c'est une version qui utilise 13 kilooctets de mémoire vive en total, avec 20 niveaux différents, une dizaine d'items, d'objets à ramasser. Mais je peux produire des versions automatiquement. Tout cela, c'est automatique. J'ai fait un seul jeu et j'ai fait en sorte que je puisse produire des versions différentes du même jeu. Il y a des versions réduites et hyper réduites pour des machines qui ont encore moins de puissance. Sur quelle plateforme? Bon, comme j'ai dit, ça tourne sur à peu près tous les ordinateurs 8 bits des années 80. Je vais préciser une chose qui n'est pas évidente, peut-être pour vous. Dans les années 80, dans les années 70, il n'y avait pas de standards. Aujourd'hui, on parle de PC, macOS, Linux, ça fait 3 standards. Dans les années 80, ce n'était pas le cas. Il y avait plusieurs centaines de systèmes différents pas compatibles. Donc, c'était des architectures totalement différentes. Donc, ce n'était pas compatible du tout. Donc, les machines étaient des machines différentes. À l'époque, le standard il n'y avait pas un standard établi comme au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 2, 3, 4 standards possibles. Et donc, et aussi pour les consoles. Les consoles, c'était une conséquence du fait que je me suis rendu compte que c'est facile de le faire. Lorsque je le fais pour les ordinateurs, j'ai aussi à faire en sorte que le jeu soit utilisable sur les consoles. C'était pas voulu au début, mais c'était un bonus. Pourtant, c'était très sympa le jeu peut tourner aussi sur certains ordinateurs 16 et 32 bits et sur des systèmes exotiques, y compris les calculatrices Texas, les calculatrices de poche. Donc ça tourne même sous, je sais pas, j'ai vu qu'en France, les Texas, les calculatrices sont encore utilisées à l'école, bon, au lycée au moins, et donc ça peut tourner même sur une calculatrice. Donc l'idée, c'est que je dois faire un jeu qui soit adaptable automatiquement. Donc c'est pas moi qui a fait 200 versions du jeu 200 fois. J'ai fait un seul jeu, je l'ai codé une seule fois, et puis j'ai construit des outils qui permettent de produire 200 versions différentes du jeu. Ça c'est important parce que, bon, je suis pas fou, je veux préciser ça. J'aime bien coder, mais je fais pas 200 fois la même chose, ou à peu près la même chose. Même si c'est beaucoup de boulot, j'ai essayé de minimiser le boulot pour moi, pour faire un truc un petit peu intelligent. Donc le jeu doit s'adapter à tout, à des écrans minuscules, à des résolutions hyper réduites, à l'absence de couleurs. Bon, dans les années 70, il y avait les CPM, c'était un standard de l'époque, il n'y avait pas de couleurs. Et donc le jeu doit pouvoir tourner sans aucune couleur. Aucun graphisme. Il y avait des terminaux qui n'avaient pas de graphisme. On n'avait que des caractères. Donc le jeu marchera sans les graphismes. On aura des caractères donc. S'il n'y a pas de graphismes. S'il y a des graphismes, le jeu aura des graphismes. Aucun effet sonore est nécessaire pour le jeu. S'il y a des effets sonores, c'est bien. S'il n'y en a pas, ça marchera aussi. Et on parle donc des machines hyper limitées. Mémoire vive nécessaire, c'est un quart de kilooctet. Mémoire totale, vive, morte, donc la cartouche, 5 kilooctets, ça suffit pour faire tourner le jeu. Donc, on parle ici de la taille d'un mail. Même pas. C'est un truc hyper... Donc, c'était ça le défi. Faire le jeu une seule fois pour n'importe quel type de machine. Console, ordinateur, console de poche, calculatrice, y compris les routers. La box SFR. Ça pourrait tourner même sous la box SFR. Le faire une seule fois,
et faire en sorte que ça soit adaptable. Donc ça, c'est par exemple l'image de Cross-Chase sur une calculatrice. C'est une petite calculatrice Texas, peut-être vous connaissez ça, surtout les Français ici. Et donc il y a plein de versions. Je peux afficher, je sais pas, la version... ça c'est une console, l'Atari 5200. Ça c'est la version... Vous voyez, ici il y a les couleurs. Mais il y a aussi des effets sonores. Je ne sais pas si j'ai enregistré, mais il y a des effets sonores. Très simple. Et il s'adapte à ça aussi. Et j'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise idée. Non. Ok. Ok. Dans le titre, j'avais mis record. Qu'est-ce que ça veut dire record? Pourquoi record? Bah, c'est une blague, mais il y a du vrai. Le record, c'est donc je dis que le jeu tourne sous n'importe quel type de machine et architecture. Donc c'était un défi pour moi, mais c'est pas un vrai record officiel, c'est rien. J'ai cherché sur le livre Guinness des records le jeu avec plus de plateformes. Officiellement, c'est Tetris. Il y en a 65, mais moi j'en ai fait beaucoup plus. Mais je ne peux pas dire que j'ai battu un record officiel parce qu'en plus, mon jeu, c'est un jeu en brou, c'est pas un jeu commercial. Mais bon, j'ai réussi à faire plus. Donc pour moi, c'était bien. J'étais très content que j'ai dépassé 65. C'est juste mon défi. Ok, ça, je veux aussi je vous donne des détails un petit peu techniques, mais pas trop. Donc, le jeu, vous avez vu, c'est un jeu pour des machines très limitées en puissance. Et donc, le jeu, c'était ça. Mais pour faire le jeu, il a fallu faire des outils. Il a fallu utiliser des outils qui existaient déjà et en plus en créer d'autres. Donc ici, je donnerai des détails techniques, mais pas trop. Mais si vous avez des questions, vous poserez les questions et je vous donnerai tous les détails, même le code est à disposition, on peut parler de ça. Donc les outils. J'ai utilisé le langage C. J'ai utilisé des outils de développement, des dev kits, plusieurs. Et ça, c'est pas moi qui a fait ça. Bon, le langage C, ça existe depuis des décennies. Les dev kits, c'est pas moi. Moi, j'ai contribué, j'ai fait des fixes, j'ai corrigé des bugs dans les dev kits, mais c'est pas moi l'auteur des dev kits. Et puis, j'ai fait une librairie qui fait la magie, qui est en informatique, on appellerait ça une couche d'abstraction hardware, qui fait la magie qui permet à moi d'écrire le jeu une seule fois et produire 200 versions du même jeu automatiquement. Donc, donc l'idée est qu'on peut écrire un jeu, même un autre jeu, pas forcément mon jeu, en langage C, c'est un langage de programmation très connu, et en utilisant CrossLib avec le langage C, on donne ça à manger. Bon, à la toolchain, au dev kit, c'est-à-dire des compilateurs des outils, qui vont créer les images des cartouches, les images des cassettes, les images de floppy, pour n'importe quel type d'ordinateur, calculateur, les images de ROM pour les calculatrices, les images de tout type. Et donc, ça va créer la version Cross-Chase pour le Commodore, Cross-Chase pour l'Apple II, Cross-Chase pour la NES. Et ça, c'est automatique. Donc, parce que le boulot, je l'ai fait, je l'ai caché dans CrossLib. Donc, c'est moi qui ai fait le boulot. La personne qui utilise CrossLib utilise la même interface pour n'importe quel type de machine. Elle aura le même effet. Donc, sous la NES, il y aura peut-être des couleurs en plus. Sous le Commodore 64, il y aura des effets sonores en plus. Sur d'autres machines qui n'ont pas d'effet sonore, il n'y aura pas d'effet sonore. Mais le jeu tournera. Ça va être créé. Donc, ça, pourquoi j'ai choisi le langage C? Ça, c'est un petit peu technique, mais je ne donne pas beaucoup de détails. Parce que
sais pas, je regarde, il n'y a pas beaucoup de gens plus vieux que moi. Mais à l'époque, dans les années 70-80, on codait en BASIC. Ça existe encore, mais ce n'est pas le même BASIC de l'époque. Le BASIC, c'était facile, plus ou moins. C'était pas totalement standard. C'était, bon, ça existait comme langage, mais chaque ordinateur avait son BASIC. Même les consoles, il y a du BASIC même pour les consoles. Une version différente du BASIC. Mais il n'est pas efficace. Donc, à l'époque, et au jour d'aujourd'hui encore, il y a des gens, des gens de la scene, des gens qui font homebrew. On utilise beaucoup l'assembly. L'assembly, c'est le langage de la machine. C'est très bas niveau et difficile. Ça prend beaucoup de temps pour coder. Il est par définition pas standard parce que c'est vraiment, on touche la machine très bas niveau, mais il est très efficace. Donc, j'ai dû faire un compromis. J'utilisais le langage, c'est plus facile que l'assembly, c'est plus rapide à coder. C'est totalement standard. Il est plus ou moins efficace. C'est entre le basic et l'assembly. Si on code bien, on peut être pas trop loin de l'assembly. Mais on ne sera jamais au même niveau que l'assembly. Et ici, pour les gens qui sont intéressés, je donne juste la liste, je ne rentre pas dans les détails, des outils, des dev kits, des toolchains que j'utilisais pour coder, pour faire en sorte que je puisse produire le jeu pour tous les types de machines. Donc, pour les machines, les consoles et les ordinateurs avec la CPU MOS 6502, comme les Commodore, comme les Atari 8 bits, comme l'Apple II, Auric, y compris PC Engine, qui est très puissant comme machine, et d'autres. Bon, j'utilisais ça. Ça, c'est disponible sur Internet. C'est un outil gratuit. Et il y a même une page GitHub. Par contre, pour les machines qui utilisent l'architecture Zilog 80, comme tous les Sinclair, les Amstrad, consoles et les ordinateurs, les MSX, CPM, les calculatrices, j'utilisais Z88DK. Et puis, ça suffira. Ça couvre la plupart des machines 8 bits des années 80. Pour moi, le 90%. Mais il y en a d'autres, comme par exemple en France, les Mo5. Pour les Mo5, pour les Dragons, Coco et les Vectrex, le Vectrex, c'est une console vectorielle. Bon, il faut utiliser CMOX. C'est un compilateur pour l'architecture 6809, fait par un Québécois. Et par contre, pour d'autres architectures, j'ai dû utiliser d'autres compilateurs, comme ACK et GCC pour le PC moderne. Bon jeu, ça peut tourner aussi sur un PC moderne. Quel est le futur? Le futur de CrossChase. Bon, je ne m'arrête pas ici. Je vais continuer à supporter d'autres machines, même plus exotiques. Donc, je ne m'arrête pas ça. Et puis, bon, j'aimerais bien faire une version moderne pour le PC. J'ai une version qui tourne sur un PC, mais ça tourne justement sur la console. J'aimerais bien faire une version plus belle. Mettre un easter egg, ça pourrait être sympa dans le jeu, et faire des versions pour les smartphones. Par contre, le futur de CrossLib. CrossLib, c'est la boîte qui fait la magie, qui permet de faire en sorte qu'on écrit le jeu une seule fois, et on produit une centaine de versions différentes. Pour moi, le but c'est on va l'utiliser pour faire d'autres jeux, comme un jeu similaire à Bomberman. Je suis en train de faire ça, en effet. Des aventures textuelles, un jeu de rôle 2D, en sorte de Zelda 2D, j'avais pensé à faire ça, etc. Et puis, améliorer les graphismes. Donc, rajouter des détails en plus dans les graphismes. Même si ce n'est pas le but, j'aimerais faire un petit peu plus. C'est ça. Et c'est tout. Merci. Merci Fabrizio. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur CrossLib ou sur CrossChase? N'hésitez pas à vous lancer, hein, sinon c'est moi qui le fais. Bon alors du coup moi j'en ai une. Parmi toutes les machines sur lesquelles tu as porté CrossChase jusqu'à maintenant,
Est-ce qu'il y en a une qui a été plus problématique que les autres? On est développeur, on sait bien que lancer une compilation, ça peut être un peu hasardeux parfois, c'est pas forcément ce qui sort. Ok. Oui, il y a des machines pour lesquelles il faut. Donc, l'idée, c'est que j'utilisais. Bon, je vais pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, j'ai utilisé des outils de développement qui fournissent déjà des API, ce qu'on appelle des API, donc des outils pour faire, par exemple, des graphismes ou des effets sonores. Parfois, c'est le cas. Par exemple, pour les architectures Zilog 80, on a le DevKit qui donne beaucoup de choses déjà. Donc, on a déjà gratuitement pour moi les sprites, par exemple, l'affichage des sprites. Ça m'écoute. C'est déjà prévu dans le DevKit, donc je dois juste le réutiliser. Pareil pour les effets sonores. Pour les autres architectures, comme par exemple les architectures basées sur le 6502, je devrais faire ça moins à bas niveau. Donc c'est presque assembly. Je devrais faire ça au niveau de l'assembly, au bas niveau, parce que le DevKit n'expose pas ça. Donc c'est à moi, pour chaque machine, j'ai dû voir comment j'affiche un sprite et ça change, parce que la carte graphique n'est pas la même, les puces graphiques. Et donc, par exemple, un cas qui est très difficile, et qui n'est pas encore dans la liste des machines pour lesquelles je peux faire tourner mon jeu, c'est l'Aimon 5. L'Aimon 5, ce n'est pas hyper complexe, mais il n'y a pas de DevKit en effet. Il y a un DevKit fait par le Québécois qui est un DevKit qui permet de produire des compilés du C pour l'architecture 7009, qui est l'architecture de l'Aimon 5, Aimon 6, TO7, TO8, TO9, tous les Thomson, y compris les clones italiens comme l'Olivetti Prodest. Mais il n'y a pas de... C'est surtout centré sur le Dragon 32 et le Coco. Donc, pour tous les graphismes, c'est à moi de le faire à bas niveau. Donc, c'est vraiment écrire dans la mémoire vidéo, et faire du reverse engineer, découvrir, ou le faire en assembly parfois. Donc, il y a des petits morceaux d'assembly dans mon code aussi. Mais les petits morceaux d'assembly ne sont pas dans le code du jeu. Le code du jeu est fait à haut niveau, en C, en utilisant CrossLib. Dans CrossLib, qui fait la magie, c'est moi qui ai fait tout l'effort de cacher les détails. Donc oui, il y a des cas plus difficiles comme le MO5. Et est-ce qu'il y en a un en particulier? Donc ce serait le MO5 du coup, qui t'a posé le plus de soucis. Pardon. Celui qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'est pour l'instant, c'est l'Aimon 5, parce que je l'ai pas. Je dirais c'est l'Aimon 5. La NES, c'est pas si simple pour le C. Même s'il y a des outils, le plus difficile, moi je dirais que pour l'instant, la machine n'est pas difficile, c'est les outils qui sont pas suffisants. C'est ça, c'est les outils qui. Donc je dois refaire les outils, parce que moi j'ai pris tous les outils, je les mets tous ensemble, mais je dois couvrir les trous. Quand il y a un trou, il y a un gap, il y a quelque chose qui n'est pas dispo, c'est à moi de le faire. Si c'est dispo, je dois faire une couche d'abstraction qui me permet d'utiliser tous les outils avec la même interface. Donc, j'écris je répète ça plusieurs fois, je sais, je me répète, mais c'est le message. J'ai fait le jeu une seule fois, et puis j'ai fait en sorte qu'il y a une boîte magique qui transforme le code du jeu en quelque chose qui est comestible pour tous les dev kits. Et donc, ça va produire, je crois, c'est presque 200 versions différentes du jeu. Dans le public à nouveau, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des différences de performance fortes qui font que certains jeux pourraient marcher que sur certaines machines et pas sur d'autres ? Sûrement. Il y a des écarts énormes. Vu que j'arrive à compiler le jeu même pour des machines 16 bits, 32 bits. Mais même si on reste dans les 8 bits, il y a certaines machines qui sont... un PC Engine, par exemple, il est hyper rapide. Le Sinclair ZX81 il est hyper lent. Et donc, j'ai dû faire des compromis dans CrossLib. D'abord, il y a aussi des différences énormes dans les graphismes. Donc,
J'aurai des images moins rapides, mais j'essaie de compenser ça. Donc le jeu, j'ai dû faire beaucoup de réglages pour faire en sorte que le jeu soit jouable avec des ordinateurs qui sont beaucoup moins rapides. Par exemple, il y a certains petits détails comme réafficher une certaine image, donc on pourrait parler de frame rates différents sur certaines machines pour compenser la différence de puissance des machines. Oui, c'est à moi le réglage machine par machine, je le fais moi de la vitesse des machines, c'est moi que je dois régler ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors ma question concerne plus la librairie CrossLib. Je voulais savoir, chaque fois que vous rajoutez une nouvelle fonctionnalité, comment vous la testez est-ce que vous la testez donc du coup avec, je vais dire, 200 émulateurs différents ou ça se fait de manière un peu automatisée? Parce que du coup, comment vous vérifiez que vous n'avez pas cassé quelque chose sur les ça, c'est compliqué de faire ça. Il y a plusieurs réponses. OK. Si on parle du jeu, je teste le jeu sur une architecture, ça suffira. Parce que le code du jeu est unique pour les 200 versions. Donc si je dois modifier le jeu, normalement, j'ai fini le jeu. Bon, c'est terminé le jeu. Bon, si j'ai décidé de fixer un bug, disons un bug, où je vais rajouter un tout petit détail dans le jeu, je le teste sur une seule machine. Parce que ça, c'est le code commun. Donc il n'y a aucun risque de casser les autres. Normalement, bon. Si je change par contre la CrossLib, donc vous que CrossLib est utilisé par tous les 200 versions du jeu, en principe je devrais tester 200 versions. 200 versions. On peut faire mieux que ça, parce qu'on peut, moi j'ai fait la version PC exactement pour ça. La version de PC, ça ne m'intéressait pas à faire une version pour le PC, pas beaucoup. En même temps, j'ai vu que c'est sympa, donc peut-être je ferai. Mais au début, je l'ai fait pour me permettre de faire des unit tests, c'est-à-dire des tests sur le code. Il y a, par exemple, ça me permettrait de tester certaines choses. C'était des petits morceaux de code. Je les teste sur la version PC, parce que c'est des petits morceaux de code communs. Puis, il y a une autre truc, la partie spécifique que je fais. Disons, je change l'affichage des sprites sur la NES. Ça, c'est clair, je dois tester sur la NES. Mais je peux modifier des choses qui impactent plusieurs machines. Mais pas forcément toutes les machines. Donc, je teste que sur les machines impactées. On peut faire plus que ça. On peut même tester l'assembly produit par le compilateur sur un simulateur d'une machine abstraite. Ça, on peut faire même ça. Donc, pour l'instant, je ne fais pas ça, mais c'est prévu de faire même ça. Mais bon. Mais d'abord, j'ai déjà mis en place c'est le début de faire des unit tests, donc des tests du code. Donc, il y a plein de trucs à faire, donc j'évite de tester 200 machines. Mais parfois, je m'amuse à jouer. C'est pas si grave, mais ça prend du temps. C'est vrai, ça prend du temps. Et donc, j'essaie d'éviter de faire ça, sinon, à chaque fois, ça m'écoute trop de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur, encore? Est-ce que vous avez prévu un portage sur smartphone de la CrossLib pour pouvoir Ok, smartphone, oui, j'avais prévu, mais puis j'ai vu que c'est compliqué. Sur iOS, c'est peut-être simple. Bon, tout ce que j'ai fait, je l'écris en C, langage C. Donc pour Android, c'est presque impossible. Pas forcément. On peut mettre du C en Android, c'est en Java, ça se code en Java. On peut appeler du C depuis le Java, mais faire tous les graphismes en C, c'est presque impossible. Donc je ne sais pas, je ferai ça comme ça. Peut-être, vu que le jeu c'est sympa, j'aime bien le jeu, peut-être je vais faire une nouvelle version écrite en Java, juste pour l'avoir sur Android. Sur Android, j'utilise des émulateurs. Sur mon smartphone, je l'ai le jeu. J'ai un émulateur Commodore 64, ça tourne très bien, donc je fais comme ça. Donc, pour le smartphone, oui, j'avais pensé. Il y a le défi technique Android Java, et il y a sur iOS, c'est peut-être plus facile, mais je ne l'ai pas fait encore. Sinon, il y a les émulateurs pour les faire tourner sur les smartphones. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors du coup, moi j'en ai une dernière. En l'état actuel du projet, ça t'a pris combien de temps en tout, si tu arrives à l'estimer? Ça m'a pris beaucoup de temps, honnêtement. C'était du plaisir, donc je le fais vu que je prends le bus pour aller au boulot.
J'ai 2h30 presque aller-retour en total tous les jours. C'est minimum ça et parfois les week-ends. Donc je dirais, j'estime, c'est 1 an et demi de boulot. Donc on peut calculer 2h30 par jour, plus un petit peu plus le week-end. Mais c'était du plaisir, donc c'est pas de boulot. Je suis amusé parce que il y a la partie fan, ordinateur, 8 bits, console, et puis c'est la partie, c'est un exercice de coding. C'est pas, je dis pas, je vais pas faire une découverte. Je utilise des méthodologies modernes de programmation pour faire un truc très vintage. Mais donc c'est aussi le coding, c'est le plaisir de coder. On apprend d'autres choses qui ne sont pas forcément liées au système 8 bits des années 80. Donc oui, beaucoup de temps. Ok. Je fais une dernière relance pour les questions au cas où. Eh bien, du coup, est-ce que vous avez fait un petit tutoriel sur GitHub pour pouvoir essayer votre librairie, pour pouvoir juste Oui, moi j'essaie de démarrer? Oui, ok. J'ai prévu de faire de la doc. D'abord, le code est open source, donc on peut déjà regarder le code, comprendre plein de choses, mais j'ai commencé à écrire de la doc. Mais je vais pour préciser ce que j'ai fait. C'est pas encore une librairie dans le sens... c'est une librairie dans le sens que le CrossLib est indépendant du jeu. On peut faire un autre jeu avec la même lib. Mais la lib est un petit peu limitée parce que je l'ai fait en même temps que le jeu. Donc il y a pas une dépendance technique avec le jeu, mais il y a des dépendances... je l'ai fait pour le jeu. Donc si tu veux faire un jeu avec des graphismes différents, il faudra modifier aussi la lib. Mais si on veut faire un jeu qui utilise les mêmes types de graphismes et les effets sonores, on peut faire un autre jeu. On ne change pas rien dans la lib, ça va marcher. Et en effet, pour démontrer ça à moi-même et aux autres, et pour tester que ça marche, moi, je vais commencer à écrire un sort de Bomberman, mais c'est juste le début. Donc oui, avec plaisir. Merci Fabricio d'être venu nous présenter CrossLib et CrossChase. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois quand même. Et donc n'hésitez pas à vous lancer, à faire vous aussi vos jeux 8 bits avec CrossLib et à lui remonter tous les besoins qu'il n'y a pas dans la librairie. Comme ça, je pense qu'il sera ravi de coder des trucs en plus.